J'en suis très honoré. Je suis également honoré par la présence de mon ami Jean-Claude Charlois, monsieur le maire de la Garde, qui me fait l'honneur d'être là. Je pense que le sujet a dû vous interpeller ou vous intriguer. Et je vais en effet vous présenter des hypothèses que vous n'avez peut-être pas régulièrement l'occasion d'entendre. Donc je vais vous dévoiler un petit peu la substantifique moelle de ma philosophie ce soir. Alors c'est très ambitieux ce que je vous propose ce soir, puisqu'on a un laps de temps réduit. Je vais d'une part vous présenter des thèses qui ne sont pas forcément évidentes, même si je vais vous les présenter avec mon sens aigu de la vulgarisation, les peurs ne sont pas chères. Et j'ai placé la barre très haut, puisque d'une certaine manière, je voudrais vous emmener avec moi ce soir de l'angoisse à la joie. Vaste programme, vous êtes preneur. Bien. Alors pourquoi l'angoisse? Depuis la Renaissance, depuis les grandes découvertes astronomiques du XVIe, XVIIe siècle, l'homme s'est retrouvé perdu dans un univers infini. Avant ces découvertes, l'univers était à notre mesure. La Terre était au centre d'un cosmos limité. La nature était à la mesure de l'homme. Et on a cette belle philosophie grecque qui avait développé cette thématique d'une harmonie au fond entre l'homme et la nature. Et puis les découvertes se multiplient. Copernic d'abord, ensuite Kepler, grand monsieur, trop souvent oublié. C'est lui qui a mis l'accent sur l'infinité, puis Galilée. Et donc, au milieu du XVIIe siècle, on a un immense penseur pour qui j'ai, comme mon ami Nietzsche, un très grand respect. Il s'appelle Blaise Pascal. Et dans les pensées, il prononce cette phrase que chacun connaît: « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie ». Il est frappant de constater, je crois vous l'avoir dit il y a 2 ans, quand j'avais comparé Descartes et Spinoza, que traditionnellement, on nous dit que c'est Descartes qui est un grand rationaliste et que Pascal est un peu bizarre, un peu mystique. Je vous invite à revoir ce jugement. On a un grand rationaliste qui s'appelle Descartes, qui au moment où on découvre l'univers infini, nous dit « on va se rendre maître possesseur de la nature ». C'est du délire. Descartes est un délirant. Je l'ai dit et je le répète. Et on a quelqu'un qui a une réaction sensée, qui s'appelle Blaise Pascal, qui dit « Je suis terrifié par cette infinité dans laquelle nous sommes perdus, égarés entre les deux infinis ». Ce sont des textes que vous avez tous travaillés au lycée et qui sont célébrissimes. Donc depuis la Renaissance, on a une sorte de complexe de l'être humain qui a intégré ces découvertes scientifiques, qui ne se sent plus chez lui dans la nature infinie, qui se sent perdu, égaré, dans un monde qui n'est plus à son échelle. Et de proche en proche, on est allé vers les philosophies de l'absurde, on est allé vers une sorte de dépression généralisée, dans laquelle, d'une certaine manière, nous sommes encore aujourd'hui. La solution, il n'y en a qu'une. C'est d'inverser les perspectives, c'est de privilégier le temps au détriment de l'espace. La conception qui nous dit qu'on est perdu dans l'univers infini, c'est une conception spatiale. C'est une conception qui ne regarde les choses que d'un point de vue spatial. Nous sommes un grain de poussière dans l'infinité de l'univers. Je vous invite à renverser les perspectives. Je l'avais fait il y a une 20aine d'années dans un article qui s'intitulait « Dans le corps, l'univers ». J'espère que vous y aurez accès dans quelques semaines, quand mon site internet sera à nouveau et enfin d'actualité. Et donc, je vous invite à substituer à la dimension de l'espace la dimension du temps. Alors, au premier abord, on va dire, oui, mais c'est encore plus effrayant, la dimension du temps. Je pense que vous avez tous entendu parler un jour ou l'autre de la formule de ce grand astrophysicien, celui qui est responsable de la petite plaque qui a été gravée sur la sonde Voyager, qui est l'américain Carl Sagan. Je pense que vous avez tous entendu parler de Carl Sagan. Carl Sagan nous a proposé, avec une simple règle de 3, de ramener la vie de l'univers, depuis le Big Bang, à une journée de 24 heures.
Si l'univers avait duré 24 heures, je pense que vous avez tous ces chiffres en tête, ils sont célébrissimes aujourd'hui. L'homme apparaît, l'ancêtre le plus lointain de l'homme apparaît, vous allez tous me dire à quelle heure? À 23h59. L'Homo sapiens, notre ancêtre le plus direct, apparaît à 23h59 minutes 59 secondes. C'est encore plus terrifiant et encore plus angoissant. Hein? Dans une journée de 24 heures, nous sommes présents depuis une seconde. Nous ne comptons pas dans cet univers infini. Et donc, privilégier la dimension du temps pourrait sembler plus angoissant encore que de privilégier la dimension de l'espace. Je vais essayer de vous montrer qu'il n'en est pas du tout ainsi. Et qu'au contraire, privilégier la dimension du temps, c'est quelque chose d'extrêmement joyeux, d'extrêmement euphorisant même, à condition de respecter quelques conditions que je vais mettre en évidence, en m'appuyant sur deux grandes références. L'une n'étonnera personne, c'est bien entendu mon compagnon de route depuis 40 ans qui s'appelle Friedrich Nietzsche, c'est lui que je prendrai comme référence, et l'autre c'est un savant, c'est un physicien, c'est un immense physicien de la physique quantique qui s'appelle David Bohm. David Bohm est celui qui occupait la chaire de Newton en Angleterre, donc c'est un très très grand monsieur de la physique quantique qui a écrit des livres merveilleux que j'ai lus et que je connais presque par cœur. Donc je vous propose d'inverser les perspectives. Au lieu d'envisager le corps dans l'univers, suivant le titre de l'article que j'avais écrit il y a plus d'une vingtaine d'années, je vous propose de ressentir l'univers dans le corps. Dans le corps même. Ça sera le premier temps de mon exposé. Observé sous l'angle du temps, le corps se manifeste au fond très différemment de la façon dont il nous apparaît sur le plan spatial. Il nous apparaît un peu comme le point culminant, le point d'arrivée d'un jeu cosmique d'une durée infinie, parce qu'aujourd'hui, certains astrophysiciens, vous en entendez parler régulièrement, se demandent si le Big Bang, qui s'est produit il y a 13 milliards à peu près d'années, 13 milliards et demi d'années, est un véritable début, ou si c'est un moment dans une histoire beaucoup plus vaste. Je fais partie de ceux qui pensent que c'est un moment dans une histoire infiniment plus vaste. Donc, observé sous l'angle du temps, le corps est le point culminant d'un jeu infini. En préparant cet exposé, il y a une dizaine de jours, je naviguais sur Twitter, nul n'est parfait, et sur Twitter, je tombe sur cette phrase d'Edgar Morin, sur le site tweet d'Edgar Morin. Certains diront que c'est un hasard, moi dans mon langage j'appelle ça une synchronicité. Certains comprennent ce que je veux dire par là, et ce serait un autre débat. Voilà ce que j'ai trouvé sur Twitter, signé Edgar Morin. L'être humain porte en lui une évolution biologique depuis les premiers êtres cellulaires. Tous les vivants constitués d'éléments physico-chimiques portent en eux l'histoire de l'univers depuis les premières particules. L'humain est dans le cosmos comme le cosmos est en lui. Je me demande si Edgar Morin n'a pas lu mon article dans Le corps, l'univers. Il n'en a pas besoin. Et comme la seule fois dans ma vie où j'ai assisté à un congrès de philosophie mondiale, c'était à Montréal en 83, il y avait dans le hall du palais des congrès de Montréal un monsieur qui avait déployé autour de lui de gigantesques panneaux dans lesquels il démontrait que Edgar Morin avait pillé ses idées. Je me dis qu'après tout, Edgar Morin a peut-être lu et exploité mon article. C'est une boutade, bien sûr. Donc le contenant et le contenu inversent leur signification. La petitesse du corps, regardée d'un point de vue temporel, ne signifie rien. La façon dont le corps concentre en lui un hasard infini aussi vieux que l'univers signifie tout. Que signifie que l'univers soit dans le corps? Ça signifie deux choses, puisqu'on abordait la question d'un point de vue temporel. Ça signifie que le passé tout entier est inclus dans ma corporéité, biologique et peut-être plus que biologique, mais ça veut dire aussi, et c'est plus inquiétant apparemment et plus redoutable, mais en même temps plus euphorisant, je vais vous le montrer, que le futur est également inscrit dans ma corporéité.
C'est-à-dire que cette distinction entre le passé et le futur, c'est aussi cet élément auquel les physiciens croient de moins en moins. Je vous rappelle une phrase magnifique d'Einstein: le temps est une illusion persistante. Persistante, mais illusion. Première idée, le passé est dans mon corps. Examiné en fonction du passé, le corps humain renferme en lui tout ce qui s'est produit depuis l'apparition de la vie sur cette planète, depuis 4,5 milliards d'années environ. Donc il incorpore en lui la totalité de la vie animale qui nous a précédés, toutes les étapes de l'immense histoire qui a produit l'émergence de la vie et l'émergence de l'homme. Il s'agit d'une mémoire organique. Je n'oublie pas que c'est le thème de la mémoire que je décline ici, et je reprends certaines idées que j'avais développées dans ma première agora. Mémoire organique, mais qui peut exceptionnellement prendre la forme d'une mémoire consciente, ce qui pourrait sembler inquiétant, mais dont je vais vous montrer que ce n'est pas inquiétant du tout, c'est plutôt au contraire une sorte de métamorphose. Si nous surmontons cette inquiétude, nous transformons en énergie créatrice, en force créatrice, tout ce que le temps a incorporé en nous depuis la plus lointaine origine. Autrement dit, à travers mon individualité, se manifeste dans le présent et se poursuit au-delà de moi une œuvre gigantesque, une œuvre d'une infinie durée. Nietzsche disait dans ses tout premiers écrits d'adolescent: nous sommes un maillon de la chaîne. Vous verrez qu'il dit le contraire, mais en fait sans dire le contraire un peu plus tard. Je vous cite, donc je vais égrener et commenter rapidement un certain nombre de formules qui me semblent tout à fait décisives de M. Nietzsche. La première, c'est un texte que j'ai relu 250 fois dans ma vie au moins, et chaque fois que je le relis, j'y découvre quelque chose de nouveau. C'est le paragraphe 54 du Gai Savoir, qui s'intitule « La conscience et l'apparence ». Je vous lis le début de ce texte superbe, à la fois au niveau du contenu et au niveau de l'écriture. « J'ai découvert pour ma part que la vieille humaine animalité, voire la totalité des temps originels et du passé de tout être sensible, continuait en moi à poétiser, à aimer, à haïr, à construire des déductions. Je me suis brusquement réveillé au milieu de ce rêve, mais rien que pour prendre conscience que je ne faisais que rêver, et qu'il me faudra continuer de rêver encore pour ne point périr, comme il faut que le somnambule continue de rêver pour ne pas faire de chute. » Alors il faudrait un temps très long pour commenter dans toutes ces dimensions ce texte, je retiens simplement les premières formules. Nietzsche découvre brusquement, j'ai découvert pour ma part, et il est rare que Nietzsche parle ainsi à la première personne dans ses textes, publiés en tout cas. J'ai découvert que la vieille humaine animalité, voire la totalité des temps originels, continuait à poétiser, à aimer, à haïr. C'est-à-dire tout ce que la vie a perçu, a ressenti, depuis que la vie est présente sur notre planète, tout cela continue à fonctionner dans mon corps. Rien n'a été effacé, c'est pour ça que je parle de mémoire absolue dans cet exposé de ce soir. Tout est présent, dans une sorte d'éternel présent. Et tout ce passé continue à être agissant. Personne dira un peu la même chose, mais dans une autre perspective, comme nous l'avons vu il y a 15 jours. Donc le passé tout entier est dans mon corps. Le passé de mes ancêtres, le passé de la vie, le passé de l'univers dans sa totalité. Mais s'il en est ainsi, le futur est également tout entier présent dans mon corps. Pourquoi réserver au seul passé ce qui concerne la totalité de la temporalité? Mon corps contient aussi tout ce qui va se développer dans la suite de la vie de l'univers. C'est ce que Nietzsche écrit dans Le Voyageur et son ombre en 1879-80. Tu es toi-même pauvre inquiet. La moire c'est la moira, hein, c'est la figure du destin, la moire inexorable qui trône encore au-dessus des dieux pour tout ce qui arrivera. Tu es la bénédiction ou la malédiction, en tout cas les fers dans lesquels le plus fort est enchaîné. En toi, voilà la formule essentielle, en toi tout l'avenir du monde humain est prédéterminé. Il ne te sert à rien d'avoir peur de toi-même. Donc vous voyez les enjeux qui commencent à apparaître,
sur lesquels je vais insister dans la suite de l'exposé, vaincre la peur, vaincre le ressentiment, vaincre tout ce rejet que, si nous n'y prêtons pas garde, qui se réveille au niveau de notre sensibilité, de nos émotions, de notre corps et qui amène à toutes les constructions fantasmagoriques qui nous font tant de mal. J'ai donc essayé de montrer dans un premier temps comment la temporalité était tout entière comprimée. On verra tout à l'heure quel est le vocabulaire de David Bohm à ce sujet, très intéressant. Comprimée, impliée, dira David Bohm tout à l'heure, dans mon corps. Ce que j'expérimente en ressentant tout ce que contient ainsi mon corps, et vous comprenez bien qu'ici il n'y a pas lieu de distinguer entre le corps biologique, le corps spirituel, je prends le corps dans sa dimension la plus vaste, dans tous les sens du mot corps. Il n'y a pas de dualité chez Nietzsche entre le biologique et le spirituel. C'est ce qui fait la force de sa pensée. Si je ressens cette présence dans mon corps, de la totalité du passé, qui vient échouer non pas au sens d'un échec, mais arriver, point d'arrivée, dans mon corps présent. Si je ressens dans mon corps la présence du futur, pas seulement de mon futur d'individu, du futur de l'humanité et du futur de l'univers, qui est imbriqué dans ce corps, à l'instant présent, alors nous ouvrons un chemin qui peut nous réconcilier avec le monde et avec le temps, et c'est ça la construction et l'entreprise que nous propose le grand Nietzsche. C'est un chemin unique, c'est peut-être une voie royale, pour étouffer les forces du ressentiment, pour annihiler la peur dont on parlait tout à l'heure, cette peur que nous éprouvons à l'égard de nous-mêmes, à l'égard des autres, à l'égard du monde. La peur est un fléau majeur de l'individu et de la société. La peur qui est cette matrice de toutes les illusions qui ont empoisonné le monde depuis si longtemps. Donc une nouvelle expérience de l'infinité et du même coup une nouvelle conception de l'individu. J'ai cité tout à l'heure mon article dans Le corps de l'univers, je vais faire une deuxième auto-référence, vous me le pardonnerez, mais je n'ai pas forcément honte de ce que j'ai écrit. Mon premier livre, dont j'ai appris récemment avec bonheur qu'il va être réédité, il y a 26 ans, il est sorti en 1993, il s'appelle « L'individu éternel, l'expérience nietzschéenne de l'éternité ». C'est l'un des très très rares livres en langue française consacrés au retour éternel. J'avais conclu ce livre, je reviendrai tout à l'heure sur la conclusion de ce livre, j'avais conclu ce livre par une formule qu'on trouve en 1888, c'est la dernière année où Nietzsche écrit des textes. Il écrit un texte magnifique, lumineux, que j'ai souvent conseillé comme le texte par lequel on peut peut-être entrer dans la philosophie de Nietzsche. Il s'appelle « Le crépuscule des idoles ». C'est un texte absolument lumineux. C'est d'autant plus troublant que quelques mois à peine plus tard, Nietzsche va s'effondrer dans une rue de Turin. À partir de là, il sera hospitalisé, psychiatrisé, et il va vivre 12 ans dans un état semi-végétatif jusqu'en 1900. Je vais vous lire 3 formules de Nietzsche. L'une, c'est celle que je viens d'évoquer, de 1888, dernière année, crépuscule des idoles. La seconde formule, c'est une formule de jeunesse, c'est un texte non publié dans les fragments posthumes qui est écrit à l'époque de la naissance de la tragédie. Et la troisième, c'est une formule non publiée, écrite à l'époque du Gai Savoir. On dit parfois que Nietzsche est un penseur contradictoire. J'avais lu dans le Figaro il y a 25 ans un article de Claude Janoux, qui était par ailleurs un très très bon journaliste, un article consacré à Nietzsche qui concluait en disant « Il est vrai que Nietzsche dit tout et le contraire de tout ». J'ai réagi. Je ne pouvais que réagir. Donc j'ai pris ma plus belle plume et j'ai envoyé à Claude Janoux une longue lettre en lui démontrant qu'on n'a pas le droit d'employer une formule de ce genre et que quand on a lu et fréquenté Nietzsche comme je l'avais déjà fait à l'époque, on ne peut pas dire qu'il dit tout et le contraire de tout. Et je garde précieusement dans mes archives la réponse
que m'avait faite Claude Jaloux, en faisant amende honorable, en me disant « Oui, cette formule est regrettable, j'ai eu tort de dire ça, c'est vous qui avez raison. » Toujours agréable. Donc je commence par la formule du crépuscule des idoles. Je l'avais utilisée presque dans les dernières lignes de mon livre « L'individu éternel ». Elle est stupéfiante. Quand j'ai rencontré cette formule pour la première fois, j'ai dû passer 2 ou 3 nuits blanches. L'individuum, latin, le particulier, entre guillemets, tel que le peuple et les philosophes l'ont toujours conçu jusqu'à présent, repose sur une erreur. Il n'est rien en soi. Il n'est pas un maillon de la chaîne. Il n'est rien de simplement hérité du passé. Il est toute l'unique lignée de l'homme jusqu'à lui compris. Ist die ganze eine Linie Mensch bis zu ihn selber noch. Toute l'unique lignée de l'homme jusqu'à lui compris. C'est sidérant. Je ne suis pas sûr qu'on puisse comprendre une telle formule. Tellement elle a de contenu. Mais on entrevoit ce que Nietzsche veut dire. Et là, je vous invite à être très méfiant sur les critiques que nous sommes habitués à entendre à propos de l'individualisme. Un livre est sorti récemment, dont j'avais lu le compte-rendu dans le monde des livres. Je n'ai pas lu le livre, mais j'avais lu le compte-rendu de cet ouvrage qui me semblait défendre mes thèses intéressantes. L'auteur de ce livre disait, et je l'approuve à 100%, méfions-nous du mot individualisme. Que condamnons-nous quand nous condamnons l'individualisme? Si, en condamnant l'individualisme, nous condamnons l'égocentrisme, le narcissisme, cet individu coupé des autres, coupé du monde, qui ne pense qu'à lui-même, à ses petits profits matériels, ce que Nietzsche avait dénoncé magnifiquement dans le Zarathustra avec la figure du dernier homme. Alors on a raison, bien sûr, de dénoncer l'individualisme. Mais attention, attaquer brutalement l'individu, c'est aussi ouvrir la porte aux idéologies totalitaires qui ont horreur de l'individu. Que ce soit le nazisme, que ce soit le communisme, ce sont des idéologies anti-individualistes. L'individu n'a pas droit de citer. Donc ce texte de Nietzsche est absolument fondamental. L'individu n'est pas ce qu'on nous a dit qu'il était. Il est toute l'unique lignée de l'homme jusqu'à lui compris. C'est-à-dire il contient en lui la totalité de l'humanité. Il n'y a pas d'un côté l'individu, de l'autre le groupe. Il n'y a pas d'un côté l'individu présent, de l'autre tous les ancêtres de cet individu. Il y a la totalité de l'humanité qui est présente dans chacun des individus que nous sommes. Ça change complètement le regard. Il est frappant de constater, alors ce n'est pas toujours le cas chez Nietzsche, mais qu'il écrit des choses très voisines en 1873, en 1880, en 1888. À l'époque où il écrit La naissance de la tragédie, tout début de son parcours, voilà ce qu'il écrit. Erreur grossière de prendre l'individualité éternelle comme quelque chose de tout à fait isolé. Ces retentissements se prolongent à l'infini, tout comme elle est le résultat d'innombrables générations. Vous trouvez exactement la même idée en 1873 qu'en 1888. L'individualité éternelle n'est pas isolée. Elle produit des effets qui la dépassent infiniment et qui vont se propager jusqu'à la fin des temps. À mi-parcours, en 1881, époque du Gai Savoir, voilà ce qu'on trouve. Moi, je distingue les imaginaires individus, imaginaires, le faux individualisme, et les vrais systèmes de vie. Chacun de nous en est un, on les confond l'un dans l'autre, alors que l'individu n'est qu'une somme de sensations conscientes, de jugements et d'erreurs, une croyance, un petit morceau du vrai système de vie. Donc il faudrait beaucoup de temps pour commenter ces textes, qui sont difficiles, je l'accorde. Retenons simplement de ces différents paragraphes cette idée que le crépuscule des idoles a peut-être mieux formulée que les textes antérieurs. L'individu n'est pas ce qu'on nous a dit. Il n'est pas cet être isolé, séparé des autres et séparé du monde et séparé du passé. Il est la totalité de l'humanité incluse en lui-même et peut-être même la totalité de la vie et peut-être même la totalité de l'univers. Alors il n'est pas question évidemment dans le cadre de cette agora de prétendre exprimer mieux que Nietzsche ce qu'il a cherché à nous faire savoir.
Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de le lire. Éventuellement en passant par mes écrits, qui sont de très bonnes introductions. Nous pouvons cependant montrer, et c'est ce à quoi je vais m'appliquer, nous pouvons montrer ce que découvrirait dans l'énigme du corps celui qui parviendrait à purifier son regard de tous les sédiments accumulés par 2000 ans de métaphysique. Ce qu'on découvre dans l'énigme du corps, si on arrive à se plonger dans cette énigme du corps, si l'on parvient à ce regard intérieur, à ce sentiment profond, qui nous amène à quelque chose qui est beaucoup plus que le soi. Le bouddhisme nous dit qu'au fond du soi, il y a le non-soi. Qu'est-ce qu'on découvre si on fait cette plongée au plus profond de notre corporéité? Ce qu'on découvre, c'est tout simplement l'éternité. Tout simplement. Non pas l'éternité supramondaine, non pas l'éternité de Platon ou l'éternité du christianisme, c'est-à-dire un ailleurs, un au-delà, un arrière-monde, pour employer le jargon nietzschéen, mais l'éternité du cosmos, que notre corps enferme en lui-même. L'infinité du passé, dont notre corps est le point d'arrivée d'une certaine manière, et l'infinité de l'avenir, qui va se dérouler à partir de lui. Seul le corps, en tant que système de vie, je reprends les termes de Nietzsche, et non pas individu atomisé, bien sûr, seul le corps peut combler, ça surprend, ça aussi brutalement, mais j'ai préparé mon affirmation, et je vais l'étayer. Seul le corps peut combler notre désir d'éternité. Non pas en éternisant le corps, comme le veulent les transhumanistes. C'est un projet totalement grotesque. Seul le corps peut combler notre désir d'éternité, le corps tel qu'il est, et non pas le corps tel qu'on veut le transformer en je ne sais quelle machine ou cybernanthrope. Seul le corps peut combler notre désir d'éternité sans nous égarer en direction d'un au-delà, d'un arrière-monde dont les hommes ont payé très très cher l'invention. C'est à ce corps système de vie que Nietzsche pense lorsqu'il nous exhorte, après avoir eu la vision du retour éternel en 1881, c'est à ce corps qu'il pense quand il nous invite à donner à notre existence la couleur de l'éternité. Je cite une formule que j'avais longuement commentée dans mon livre et dans ma thèse. Imprimons à notre vie l'image de l'éternité, imprimons à notre vie l'image de l'éternité. Cette pensée contient davantage que toutes les religions qui méprisent cette vie-ci en tant que fugitive et qui nous ont appris à élever nos regards vers une incertaine autre vie. Formule absolument décisive. L'auteur du Gai Savoir s'adresse à son lecteur et il s'adresse en ces termes. Il s'adresse à un homme qui regarde au-dedans de soi-même comme à l'intérieur d'un immense univers et qui porte en soi des voies lactées. Un homme qui porte en soi des voies lactées. Alors un des points sur lesquels j'ai le plus insisté dans mes travaux sur Nietzsche, c'est que on nous dit, et on n'a pas tout à fait tort, que Nietzsche est un philosophe, poète, qui manie remarquablement la métaphore, et que toutes les formules de Nietzsche sont à lire au 2e, 3e, 4e degré, que sais-je. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Sans doute y a-t-il quantité de formules de Nietzsche qu'il faut lire prudemment comme des métaphores, éviter le premier degré qui prête à contresens, c'est indiscutable. Et en même temps, ce qui m'a fasciné dans les écrits de Nietzsche, c'est qu'il me semble qu'il y a quantité de formules, et c'est pas ce qu'ont fait les lecteurs antérieurs à la génération à laquelle j'appartiens, il y a quantité de formules de Nietzsche qu'il faut lire au premier degré. Cet homme qui porte en lui des voies lactées, et il porte peut-être effectivement en lui des voies lactées, c'est-à-dire l'univers compressé, comprimé, implié dans sa corporité. Donc ce n'est pas une métaphore, c'est-à-dire peut-être au premier degré. Je porte en moi des voies lactées, on reprendra ça dans la dernière partie de l'exposition. Si l'univers est hasard, si c'est un jeu infini, sans commencement ni fin, ce que pensaient les Grecs et que pensaient aussi les Orientaux, il y a 3 millénaires, si c'est un jeu sans commencement ni fin, le corps,
au sens où Nietzsche nous invite à le ressentir, à le découvrir, à le redécouvrir, ce corps. Ce corps auquel 2 millénaires d'idéologie platonicienne et religieuse nous a rendus aveugles. Ce corps rassemble en lui tout le passé et ouvre la totalité de l'avenir. Nietzsche écrit dans Le Gai Savoir, le corps est le fait le plus complexe du monde. C'est le suprême hasard. Le corps est le suprême hasard. Regardez sous cet angle, le corps cesse de nous apparaître comme un atome dans l'univers infini, l'angoisse pascalienne. C'est au contraire l'infinité spatio-temporelle qui se rassemble dans ce corps, qui prend sens dans cette merveilleuse complexité qu'est le corps vivant. Alors nous allons à présent quitter Nietzsche pour aller du côté de la physique quantique. Et je vais essayer de vous montrer que ces thèses métaphysiques et philosophiques, qui pouvaient paraître farfelues, ou la construction d'un cerveau peut-être un peu délirant, on les trouve aujourd'hui au cœur de la théorie la plus révolutionnaire qui soit, qui est la théorie quantique. Au sein de la théorie quantique, je retiens un physicien, il faut bien faire un choix, qui est David Bohm, que j'évoquais dans mon introduction. David Bohm nous propose de substituer au modèle galiléen, au modèle de la lunette astronomique, le modèle de l'hologramme. Je résume brièvement. Nous avions une physique spatiale dans laquelle le paramètre temps n'existait pas. La flèche du temps est introduite à partir du 19e siècle en sciences. Toutes les équations de la physique classique, vous le savez, sont réversibles. On peut les lire dans les deux sens du temps. Donc on avait un modèle qui était la lunette galiléenne. Je regarde, je grossis, je détaille, j'explore l'espace. Et David Bohm nous dit, la science contemporaine a substitué à ce modèle de la lunette le modèle de l'hologramme. Il faudrait un peu de temps pour expliquer ce qu'est un hologramme, mais tout le monde le sait, puisqu'on a même vu l'hologramme de Mélenchon lors d'une campagne présidentielle récente. Merci, monsieur Mélenchon, de nous avoir permis de comprendre ce qu'est un hologramme. Qu'est-ce que c'est qu'un hologramme? Je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques. C'est une photographie qu'on obtient avec des rayons laser. En fait, tout ça est très très compliqué, peu importe. La cuisine technologique. Mais quand je photographie de cette façon un objet, j'obtiens un cliché qui, si j'éclaire ce cliché, là encore par d'autres rayons laser, a cette propriété extraordinaire qu'en chaque point du cliché, on peut voir le cliché entier. Chaque point du cliché contient la totalité du cliché. D'où le mot hologramme, holos, le tout en grec, et gramme, écrit. Je vous cite la plénitude de l'univers de David Bohm. La relativité et la théorie des quanta se rencontrent, elles sont souvent opposées, mais en fait elles se rencontrent souvent, contrairement à ce que disent certains, qui sont trop rapides dans leur jugement. La relativité et la théorie des quanta se rencontrent dans le fait que toutes deux impliquent la nécessité de regarder le monde comme un tout, indivis, inséparable, dans lequel toutes les parties, y compris l'observateur et ses instruments, se fondent et s'unissent dans une seule totalité. Donc, modèle de l'hologramme. L'univers pensé par les physiciens d'aujourd'hui, physiciens quantiques, astrophysiciens, s'inspirant de la théorie quantique. On a une théorie de la gravité quantique, dont vous avez peut-être entendu parler, amène à dire, je cite David Bohm, un ordre total est contenu implicitement dans chaque région de l'espace et du temps. C'est ce modèle de l'hologramme. Donc, il n'est pas du tout aberrant de penser que dans chaque point de l'espace, on a la totalité de l'espace. De la même façon, dans chaque point du temps, on a la totalité du temps. Donc David Bohm nous invite à substituer à l'ancien ordre mécaniste spatial de la physique classique ce qu'il appelle un ordre implié, implicate order en anglais, un ordre implié, suggéré par l'hologramme, la forme et la structure de la totalité étant enveloppée ou enveloppée, on traduit parfois enveloppée. C'est un mot qui n'existe pas, mais qu'il faut créer pour traduire l'anglais de David Bohm. Enveloppé dans les régions qui sont découpées par nos sens. Vous voyez la proximité avec ce que je vous ai dit tout à l'heure concernant Nietzsche. C'est tout à fait frappant. Dans l'ordre implié, nous devons dire que l'esprit enveloppe la matière en général et donc le corps en particulier.
De façon similaire, le corps n'enveloppe pas seulement l'esprit, mais aussi, en un certain sens, l'univers matériel entier. Alors avant d'arriver à mon conclusion, je voudrais faire un bref retour en arrière. J'ai évoqué tout à l'heure cette citation extraordinaire, qu'on comprendra peut-être dans quelques millénaires, du crépuscule des idoles, tellement elle est énigmatique. L'unique lignée de l'homme jusqu'à lui compris. J'ai évoqué tout à l'heure cette idée d'un corps qui contient la totalité du passé, mais aussi la totalité de l'avenir. Si cette hypothèse est exacte, si mon corps contient la totalité de l'avenir, alors il n'est pas du tout aberrant de me dire que je peux me souvenir du futur. Se souvenir du futur, voilà le titre d'un ouvrage que je vous recommande, de Romuald Terrier et Jocelyne Morrison, préfacé par Philippe Guillemant, qui a été mon invité au Café Philo au mois de mai dernier. C'est l'idée de synchronicité. Et en préparant cet exposé, je me suis rendu compte que j'avais moi-même vécu ce qui me semble indiscutablement une synchronicité. Quand j'ai conclu en 1993, reprenant une partie de ma thèse, quand j'ai conclu mon livre « L'individu éternel », quand j'ai conclu ce livre, j'ai donné un titre à ma conclusion. J'ai intitulé ma conclusion « Le quantisme nietzschéen ». C'est un souvenir du futur. Je ne vois pas d'autre explication. À l'époque, je connaissais presque rien de la physique quantique. Donc, je me suis souvenu, en rédigeant la conclusion de mon livre « L'individu éternel », de cette agora à laquelle vous avez le privilège d'assister, événement cosmique. Je me suis souvenu, en rédigeant ma conclusion et en appelant ma conclusion le quantisme nietzschéen, de ce que j'allais vous dire ce soir et de la comparaison que j'allais faire entre David Bohm et Nietzsche. Alors je conclus par une dernière référence. J'ai failli vous amener au mois de juin Hubert Reeves. J'en ai rêvé pour ma manifestation Demain la Terre. Ça a failli se faire et puis les ennuis de santé d'Hubert Reeves ont fait qu'il n'a pas pu venir parmi nous. Je vais vous dire ce que j'aurais dit à Hubert Reeves s'il était venu ici à la gare. Je vous cite Patience dans l'azur, qui est un très beau livre. Les ouvrages d'Hubert Reeves sont magnifiques. Très grand vulgarisateur. Voilà une phrase de Patience dans l'azur. L'homme descend du primate, descend entre guillemets bien sûr. Le primate descend de la molécule. La molécule descend de l'atome. L'atome descend du quark. Nous avons été engendrés dans l'explosion initiale, au cœur des étoiles et dans l'immensité des espaces intersidéraux. Ça rejoint la citation du début, par laquelle j'avais commencé tout à l'heure, la citation d'Edgar Morin, cette idée que notre lieu de naissance, ce n'est pas le berceau de la maternité, c'est le Big Bang. C'est là que nous avons été engendrés. Rares sont les scientifiques qui ont la puissance philosophique de David Bohm. Et malgré l'immense respect que j'ai pour Hubert Reeves, il n'a pas la puissance philosophique de David Bohm, c'est absolument certain. Ce que je reproche aux physiciens et astrophysiciens d'aujourd'hui, c'est qu'involontairement, ils redonnent un privilège à l'espace. Et c'est le cas d'Hubert Reeves. La formule la plus célèbre d'Hubert Reeves, vous allez la citer avec moi. Nous sommes quoi pour Hubert Reeves? Nous sommes des poussières d'étoiles. En un sens, la formule est indiscutable. Il est vrai que les molécules qui nous composent ont été engendrées tout au long de l'histoire de l'univers, en particulier dans ce qu'on appelle les étoiles de deuxième génération, qui ont récupéré la matière des étoiles de première génération, qui ont fabriqué des molécules beaucoup plus complexes, et à l'arrivée de tout ça, on a un corps humain, on a la vie sur Terre et le corps humain, qui contiennent ces briques, qui sont ces éléments issus de toute l'histoire de l'univers.
Mais parler de poussière d'étoiles, est-ce que c'est pas à nouveau dévaloriser le corps? Poussière, tu retourneras en poussière. La puissance des métaphores bibliques est redoutable. On revient à un modèle de spatialité. Le corps granule, infinitésimal dans l'univers infini. Or, précisément, j'ai essayé de vous le montrer, c'est de ce modèle dont il faut s'éloigner. C'est ce modèle dont il faut s'échapper. On redonne ainsi un privilège à l'espace au lieu de regarder les choses du point de vue du temps. Et donc Nietzsche, lui, me semble très en avance sur Hubert Reeves et sur l'idée que nous serions des poussières d'étoiles. C'est Nietzsche qu'il faut relire pour porter le corps à sa vraie dimension, pour retrouver notre mémoire infinie et pour nous réconcilier avec l'univers. C'était le point final. Vous avez le droit d'applaudir. Donc la parole est maintenant à vous. Oui, il est bon. Gisèle va vous donner le micro. Je suis sûr que vous avez beaucoup de remarques, de réflexions, de contestations. Je suis conscient d'avoir été rapide sur... Merci Philippe pour cet excellent exposé. Si je reviens sur certains de tes derniers exposés, et notamment sur l'intelligence artificielle, on était assez inquiet de l'avenir de l'intelligence artificielle par rapport à l'homme. Aujourd'hui, je crois avoir compris que l'homme, ayant une dimension du futur que n'a pas le big ordinateur, aura toujours une avance sur lui. Est-ce que tu penses que c'est ça qui va faire la différence demain entre l'homme et l'ordinateur? Alors, merci, un grand merci pour ta question qui nous permet de recentrer le propos sur le thème général de ces Agora 2019, la mémoire. Mémoire et identité. J'ai parlé il y a 15 jours de Bergson. Bergson a ceci de remarquable qu'il refuse complètement l'idée de classeur ou de cahier. Et donc il refuserait complètement, s'il revenait parmi nous, l'idée de mémoire de l'ordinateur. L'ordinateur n'a aucune mémoire. Il stocke de l'information à l'instant T. Une information toujours présente. Mon ordinateur aura de la mémoire si le jour où je l'allume le matin, il me dira « Déjà le 19 juillet, oulala, comme le temps passe », à ce moment-là, je réviserai ma copie. Bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas, je n'ai jamais entendu formuler cette remarque. Donc, tu as tout à fait raison, nous sommes pris dans un piège redoutable qui est que c'est un piège qui est tellement grossier qu'on se demande comment il fonctionne, ce piège. Quelle est la nature du piège? Je commence par mécaniser l'homme, et ensuite je compare cet homme mécanisé à la machine que nous fabriquons, et je trouve que la machine est évidemment bien plus performante que le corps mécanisé dont je suis parti. Ben, c'est un tour de passe-passe absolument scandaleux. Le premier article que j'ai publié en philosophie, oui, c'est le jour de la nostalgie ce soir, c'était en 1973, et il était consacré à Heidegger. Je me servais d'Heidegger pour dire quoi? Pour dire la chose suivante. À l'époque, il y avait un ancêtre de l'intelligence artificielle qui s'appelait Norbert Wiener. Les gens de ma génération s'en souviennent, qui avait écrit Cybernétique et Société. Très grand monsieur, par ailleurs. Que disait Wiener? Il disait une machine peut parler à une autre machine. Elle peut parler, ça veut dire quoi? Elle peut échanger des données, des data, comme on dit aujourd'hui. À l'époque, on ne parlait pas comme ça. Bon. Si, évidemment, je définis ainsi le langage, j'en arrive à ce que j'ai développé dans mon café philo sur l'intelligence artificielle, alors que nous échangeons quelques misérables octets, là, les uns avec les autres, ce soir, deux machines échangent des milliards d'informations. Bon, elles sont bien plus performantes que nous. C'est pas étonnant. J'ai défini l'homme comme une machine, et je le compare à une machine. Et je dis que l'homme, c'est une machine défectueuse. C'est ce que dit le grand Gunther Anders dans son livre de 1954, L'obsolescence de l'homme. Il cite un militaire américain qui dit « L'homme est une faulty construction ». C'est une construction ratée. Il est certain que si j'aborde les choses de ce plan-là, alors il y a de beaux jours pour l'intelligence artificielle, pour le transhumanisme, mais c'est un piège grossier même. Retrouvons ce qui fait le propre de la vie, le propre de l'humain, ce que la machine est très loin d'égaler et que peut-être elle n'égalera jamais. Redonnons à la mémoire sa véritable dimension qui est
effectivement liées à la temporalité et à la compression de la temporalité, et on perdra nos complexes vis-à-vis de l'ordinateur qui aurait beaucoup plus de mémoire que nous, alors qu'il a zéro mémoire. Zéro. Il n'y a pas l'ombre d'une mémoire dans nos ordinateurs et dans nos machines. Il ne peut pas y avoir de mémoire. Pour avoir une mémoire, il faut avoir un corps vivant, il faut être relié à la temporalité, il faut avoir cette compression du passé, cette ouverture sur l'avenir dont j'ai parlé. Aucune machine, pour l'instant en tout cas, soyons prudents, qu'est-ce qui se passera dans quelques siècles, quel millénaire, je n'en sais rien, soyons toujours très très prudents, mais à l'instant où nous parlons, il est certain que ces machines sont à des années-lumière de ce dont un corps humain est capable et d'un cerveau humain est capable. Donc il faut reprendre confiance dans nos propres forces, dans notre corps, et c'est aussi un sens de l'exposé que j'ai prononcé devant vous ce soir. C'est pour ça que je suis un grand admirateur de la pensée de Nietzsche, parce qu'il trouve dans ce corps humain cette puissance, cette force créatrice indiscutable, ce trésor de créativité, d'inventivité, de puissance, qui fait que on est, je dirais, déconcentré d'univers et qu'on se sent en harmonie. Il y a un nom que je n'ai pas cité, mais j'aurais pu le citer. Il y a quand même un monsieur qui a écrit un livre qui a fait date, il s'appelait Prigogine, prix Nobel, La Nouvelle Alliance. Hein, vous vous souvenez tous de ce titre de Prigogine, et écrit en collaboration avec Isabella Stengers. La Nouvelle Alliance, c'est exactement l'introduction que je vous ai présentée ce soir. Pourquoi Nouvelle Alliance? Parce que jusqu'à présent, nous étions dans une configuration de théorie scientifique qui séparait l'homme de l'univers, qui opposait l'homme à l'univers. Avec les nouvelles théories scientifiques, nous éprouvons à nouveau comme partie prenante d'une histoire qui est la nôtre, depuis l'origine. C'est ça que me dit le paramètre temps. Je ne suis pas un grain de sable dans l'univers infini. Je suis partie prenante d'une immense histoire qui a abouti à mon corps et qui va se développer et continuer à partir de lui. Enfin, nos corps, bien sûr. Hein, voilà. Donc, reprenons confiance dans la vie. Merci de ta question qui m'a permis de réancrer le débat de ce soir dans la thématique de la mémoire. Monsieur, je vous écoute. J'essaierai de plus court dans les futures réponses. Merci. J'espère ne pas être trop hors sujet. J'ai une double question, mais qui va être très rapide. En fait, j'aimerais savoir, dans le cadre de cette mémoire totale, dont j'espère avoir perçu ce qu'elle est, à la limite de la métaphysique, je voudrais rentrer dans le cadre des représentations et savoir où est-ce que vous placeriez les archétypes de Jung, de Gustav Jung, et savoir dans quelle mesure est-ce que cela peut avoir une incidence sur la pensée structuraliste, dans le sens où elle émet l'hypothèse d'une pensée universelle qui se retrouverait sous différentes formes, en différents lieux du monde et tout au cours de l'histoire. Merci. Alors, merci de cette belle question, belle et difficile question. Vous citez Jung, évidemment. Jung est un de ceux qui, le premier, a développé l'idée des synchronicités, qui est aujourd'hui au cœur de quantité de recherches. C'est la raison pour laquelle j'avais invité Philippe Guillemant dans mon café philo. Oui, bien sûr qu'il y a un lien. Bien sûr que, en passant par la notion même de synchronicité, je brise la flèche du temps, je brise cette idée qu'il y a une sorte de déterminisme qui fait que les choses vont se dérouler comme on déroulait une bande magnétique le temps où nous avions des magnétophones, et donc, ou la lecture d'un CD. Bon, nous sommes en train de nous éloigner de ces modèles, hein, un peu terrifiants, effectivement, hein, qui étaient terrifiants pour deux raisons. D'abord, ils nous privaient de tout libre arbitre. Hein, nous sommes effectivement en train de dérouler quelque chose qui, de toute façon, ce que j'ai beaucoup aimé, alors j'espère que certains d'entre vous y ont assisté, je vais résumer en quelques phrases, il ne m'en voudra pas, ce qu'a développé Philippe Guillemant dans mon café philo du mois de mai. Philippe Guillemant a ceci de très très intéressant, qui passe son temps à dire ce que je développe au niveau de ma conception du temps, c'est l'idée qu'il y a un libre arbitre. Parce qu'on pourrait penser effectivement que si je peux déjà lire le futur, c'est que le futur étant déjà là, j'ai aucune marge de manœuvre sur ce futur. C'est exactement l'inverse. Et c'est pour ça que la physique quantique est capitale. Ce que je développe, ce à quoi je m'ouvre en regardant ce qui est déjà inscrit, c'est un possible, c'est une potentialité. C'est une potentialité que je peux modifier. C'est une potentialité qui m'est révélée par des synchronicités. Mais je peux bien évidemment, dans le présent, ouvrir, je vous invite à lire La Route du Temps, qui est vraiment un très très beau livre, le plus beau livre de Philippe Guillemant, je peux ouvrir une autre voie. Hein, il y a beaucoup de métaphores, il vit dans les Alpes
de Haute-Provence, il marche beaucoup. Il y a beaucoup de métaphores de randonneurs dans le livre de Guimand, et c'est ça qui est tout à fait intéressant. Qu'est-ce qui se passe quand je randonne? J'ai un point d'arrivée peut-être, mais j'ai 50 chemins possibles. À un moment donné, je vais bifurquer, et je vais essayer de me demander pourquoi je prends plutôt cette bifurcation telle. Voilà. Donc il y a beaucoup de métaphores de ce type-là. Donc, là aussi, faisons attention. Nietzsche est réputé comme l'était son frère. C'est lui qui dit que c'est son frère, c'est pas moi. Spinoza, le grand Spinoza. Nous avons l'impression d'être dans des philosophies de la nécessité, dans des philosophies qui condamnent la notion même de liberté. Or, c'est tout à fait inexact. Elle condamne une certaine idée de la liberté, ce que j'appellerais l'idée sartrienne de la liberté, que je considère personnellement comme une conception adolescente de la liberté. Nanana, j'ai fait ce que je veux, je vous emmerde. C'est ça la conception sartrienne de la liberté. Bon, c'est une liberté pitoyable. Pas ça la liberté. La liberté, c'est de réveiller en soi ce qu'on a de meilleur à développer. La liberté, c'est ce que Nietzsche avait adopté comme devise, la belle formule de Pindar, deviens celui que tu es. Je suis libre quand je deviens celui que je suis. Je peux me louper. Je peux ne pas devenir celui que je suis. Je peux être un raté dans le programme de l'univers qui continuera de toute façon et qui aboutira avec ou sans moi. Bon. Donc vous voyez, ça c'est très important effectivement ce que vous dites, hein, à travers cette idée de synchronicité que vous avez évoquée, dont Jung a été un des protagonistes indiscutablement, même si ensuite les choses ont avancé. Je pense qu'on a progressé sur la notion de synchronicité. J'ai un grand respect pour Jung. Je pense néanmoins qu'on a dépassé Jung sur ce domaine-là et qu'on a creusé cette notion initiale de synchronicité. Bon. Donc la synchronicité, c'est quoi? Pour être un peu clair quand même, vis-à-vis de ceux qui sont moins informés de ces domaines, c'est être à l'écoute de messages qui viennent en quelque sorte, qu'on appelle des coïncidences ou des hasards, qui ne sont pas des coïncidences ou des hasards. Il y a en permanence des messages qui m'arrivent d'un futur plus ou moins lointain et qui m'indiquent si je suis dans la bonne direction ou si je dois prendre une autre voie. Bon. C'est aussi ça, être attentif à son corps. Parce que ces messages, ils résonnent en moi. Ils résonnent dans mon propre corps. Écouter son corps, c'est écouter aussi le retentissement émotionnel. Tous ces philosophes et psychologues qui travaillent, et scientifiques qui travaillent sur la synchronicité, insistent beaucoup sur l'émotionnel. L'émotionnel est évidemment tout à fait essentiel. C'est-à-dire que écouter son corps, c'est être attentif à la voix du corps. Et cette voix, c'est une voix qui passe davantage par l'émotion, par l'inconscient, que par la rationalité ou le langage logique et cartésien. Hein, voilà. Donc tout ça, c'est effectivement des voies de recherche qui aujourd'hui sont en plein essor. Et moi, je suis fasciné par cette conjonction. Et donc, je suis un philosophe heureux. C'est pour ça que certains me disent que je vieillis pas trop vite, pourvu que ça dure. Je suis un philosophe heureux parce que je considère que j'ai eu la chance extraordinaire de vivre des rencontres entre savants et philosophes, une sorte de parcours dont je découvre maintenant, en vieillissant, qu'il a été plutôt cohérent par accident. Encore une fois, je reprends cet exemple qui me trouble moi-même. Pourquoi ai-je appelé le contisme nietzschéen la conclusion de mon livre de 1993 ? Bon. Eh bien, c'est qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un cheminement. C'est pas du tout de l'individualisme, c'est pas du tout du narcissisme. Hein, j'y suis pour rien, quelque chose m'a parlé. Je suis simplement un véhicule de quelque chose qui passe. Donc, vous voyez, cette notion d'individualisme qui est tout à fait essentielle. C'est anti-égotiste, l'individualisme nietzschéen ou l'individualisme vulgaire. C'est complètement anti-égotiste. Hein. C'est l'univers qui parle à travers moi. C'est le futur de l'humanité qui parle à travers moi. C'est pas moi, individu, qui roule des mécaniques. Ça, c'est l'ego. L'ego, c'est une horreur absolue. Hein. L'ego, il faut le tuer. Ce n'est qu'en tuant l'ego que vous accéderez à votre corporéité et à tout ce que votre corps recèle de richesse et de promesses pour l'avenir. Bonsoir et merci pour votre exposé. Je voulais revenir un petit peu en arrière et parler, vous évoquiez par exemple Michel Serres. Dans Petite Poussette, il a évoqué l'ordinateur en disant qu'il était le prolongement du bras de l'homme. Et il disait aussi que à force d'utiliser les ordinateurs, le cerveau, les neurones se modifient et que le cerveau se modifie, évolue et progresse et que l'homme ira peut-être vers un surhomme.
Voilà. C'est une question, qu'est-ce que vous pensez de la théorie de Michel Serres Alors, sur le petit poussin? Je vais vous répondre. J'ai une immense tendresse pour Michel Serres. Je crois vous avoir dit ici même que j'ai eu la chance de le connaître. Il venait nous faire des cours quand j'étais étudiant à Nice. On terminait chez une américaine de Cimier. On buvait du Bourbon jusqu'à 3 h du matin. Donc c'est inoubliable tout ça. Michel Serres a opté pour un parti pris qui n'est pas scandaleux. Il a pris le parti pris de s'opposer frontalement au discours de ceux qu'on appelle les déclinologues, hein, ceux qui nous disent tout le temps, tout s'écroule, la culture dégringole, nos jeunes ne comprennent rien, ce sont des abrutis qui sont bons à naviguer sur leur tablette. Bon, il a pris l'antithèse absolue de ce discours. Ça a peut-être une valeur thérapeutique, c'est peut-être pas inintéressant. Pour autant, je ne suis pas d'accord avec quantité de développement qu'on trouve dans les derniers ouvrages de Michel Serres. Je pense, j'ai écrit, on le trouve dans mon dernier livre, En chemin avec Nietzsche, j'ai écrit un article, je l'ai présenté dans des congrès de philo, une conférence que j'ai faite à plusieurs reprises, sur Nietzsche et les biotechnologies. Vous avez évoqué le surhomme. On ne va pas démarrer sur ce sujet, sinon vous êtes là à 3 h du matin et on appellera le SAMU pour venir me ramasser sur une civière. Mais on entend dire régulièrement que Nietzsche, avec son surhomme, et c'est un peu ce que vous avez dit, anticipe le discours de l'hyperhumanisme ou des transhumanistes. On va fabriquer un Superman qui sera un mixte de technologie, de biologie, d'intelligence artificielle, le lacet neuronal auquel ont pensé certains. Bon. Je vous renvoie à cet article. Nietzsche et les biotechnologies. Moi, je suis persuadé que si Nietzsche revenait parmi nous, il serait l'adversaire farouche de cette technologisation, c'est difficile à dire, de l'humain. Encore une fois, revenons au paramètre temps. Revenons à la sagesse stoïcienne qui nous disait il est quand même vraisemblable que si moi, homme, je suis intelligent, l'univers qui me contient et m'a produit est peut-être un peu plus intelligent que moi. Aujourd'hui, on voudrait en quelques années ou quelques décennies faire mieux que ce que l'univers a produit en 13 milliards et demi d'années. On est malade. On est grave. C'est pas par hasard s'il a fallu un temps aussi long pour que les espèces évoluent, pour que l'intelligence se renforce, pour que l'humanité apparaisse, pour que cette humanité invente un jour des technologies, etc. Aujourd'hui, on est victime de Descartes. Hein. Il faut tuer Descartes. Aidez-moi. Aidez-moi à tuer Descartes, par pitié. C'est un ennemi du genre humain. Alors, il faut psychanalyser Descartes. Hein. Je vous l'avais dit il y a 2 ans, je le répète. C'est tout à fait fascinant. C'est au moment même où on découvre qu'on est perdu dans l'univers infini que quelqu'un nous dit on va devenir maître et possesseur de la nature. Il n'y a pas un problème quelque part? Maître et possesseur de quoi? Du système solaire? C'est quoi le système solaire? Une étoile parmi les 100 milliards d'étoiles de la galaxie. Maître de la galaxie? C'est quoi la galaxie? Un grain de sable dans l'univers infini. Maître de la métagalaxie? C'est quoi la métagalaxie? Un petit caillou sur la plage. Qu'est-ce que c'est cette idée de maîtrise de la nature qui nous a rendus fous les uns après les autres depuis 4 siècles, qui a produit les désastres écologiques que nous connaissons aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est cette idée que l'univers est raté? Tout ça vient de la vieille religion gnostique, il faut le savoir. Je l'ai développé dans mon café philo, ceux qui ont assisté s'en souviennent. Tous ces Américains un peu frappadingues de la Silicon Valley ont tous été marqués par la religion gnostique. Que dit la religion gnostique? Que l'univers est raté, que l'univers est tordu. À partir de là, vous avez beaucoup de conclusions possibles. Si vous pensez que l'univers est raté, que la nature est ratée, vous pouvez devenir cathare, c'est-à-dire vous dégagez au plus possible, vous êtes les purs, vous habillez de blanc,
hein, vous reproduisiez le moins possible, bon, hein, et on assiste à la fin de l'humanité, bon. Soit vous essayez de tout reprendre en main et de remplacer cette nature tordue par une nature, vous allez voir ce qu'on va vous produire comme nature. Notre corps, il est minable, vous allez voir ce corps qu'on va nous fabriquer. Nous sommes dans un délire grave, dans une sorte d'idéologie religieuse au pire sens du mot religieux, et nous avons à nous insurger contre tout ça. Vraiment, à nous insurger contre tout ça. L'avenir n'est pas au cyberlanthrope. L'avenir est à un homme qui apprend à se connaître lui-même, à trouver en lui la puissance de son corps et à retrouver les trésors de créativité et d'inventivité que la nature a compressés en nous au bout de plusieurs millions d'années, voire plusieurs milliards d'années. Voilà le message de Nietzsche, voilà le message de David Bohm, voilà le message de ceux qui travaillent sur la synchronicité. Je crois que c'est un message beaucoup plus épanouissant que ce message défaitiste qui consiste à dire nous sommes des êtres ratés, vivement qu'on nous remplace par des êtres performants, par des machines qui ne feront pas toutes les bêtises qu'on a accumulées. Voilà. Donc toute cette culpabilité aussi, la peur et la culpabilité. Nietzsche l'a dit mieux que moi, tout se passe comme si l'homme était un être qui avait peur de lui-même. Il a peur de ses capacités, alors il se flagelle, il pense qu'il faut qu'il arrête, qu'il vaut mieux vouloir le néant que de rien vouloir. Voilà. On est en plein dans ce nihilisme que Nietzsche avait prophétisé remarquablement. Et heureusement, et c'est pour ça qu'on vit dans une époque très ambiguë, très contradictoire et passionnante en même temps, dans le même temps, on voit émerger partout autour de nous de nouvelles formes de pensée, de nouvelles formes de naturalité, de nouvelles formes d'expression. Et je pense personnellement, mais vous n'êtes pas obligé de me suivre, que c'est là que l'avenir est contenu, et non pas dans le transhumanisme et le cyberlanthrope. Mais encore une fois, nous sommes en philosophie, et vous n'êtes pas obligé de me croire. Bonsoir. Là, vous avez mis la barre très très haut ce soir. Je l'avais dit, j'ai prévenu. Hein. On avait le droit de partir. Hein. Pour moi, la philosophie, c'est une dissertation intellectuelle prodigieuse. Mais vous avez parlé de la physique nucléaire, l'astrophysique. Comment concilier ces dissertations philosophiques et l'évolution de la science? Je pense par exemple, il y a 2-3 ans, au CERN à Genève, où on a découvert une nouvelle partie de l'atome dans le boson de Higgs. Donc ça, ce sont des faits, ce sont des découvertes. Alors évidemment, la philosophie, dans cette dissertation intellectuelle, si on arrive à suivre, nous amène une certaine sérénité, une certaine... on peut être vraiment en ébahi par ces dissertations. Mais au niveau scientifique, vous parliez du Big Bang. Si on fait partie, si on a en nous la totalité du Big Bang, et avant. Mais bon, comment concilier ces dissertations philosophiques et ces recherches et découvertes scientifiques? La réponse est très simple. Si effectivement, et c'est un peu ce dans quoi nous avons été pendant quelques décennies, on a 2 ennemis de l'humanité chez les philosophes. L'un s'appelle Descartes, l'autre s'appelle Jean-Paul Sartre. Bon. J'ai passé ma vie à les démolir. Et je pense que je suis en train d'y arriver. Qu'est-ce que je veux dire par là? On a opposé pendant des décennies, effectivement, la métaphysique, les constructions de l'horreur dans laquelle on tenait Bergson quand j'étais étudiant en philosophie. C'était l'horreur absolue. Et puis d'un autre côté, cette science pure, dure, concrète, qui multiplie, qui nous ébahit parce qu'elle multiplie les découvertes, elle donne également de la puissance technologique, bien entendu. Alors comment sortir de ce face-à-face tragique et sans issue? C'est très simple, et c'est ce que j'ai fait ce soir, et c'est ce que je fais depuis très longtemps. Je m'appuie sur les savants. Les savants ne sont pas seulement des gens qui font des expériences et qui trouvent le boson de Higgs. Les savants sont des gens comme Schrödinger,
à qui je vais consacrer un livre qui sortira en novembre, écrit avec mon amie Virginie Langlois, le chat de Schrödinger. Les savants, ce sont des gens comme Schrödinger, dont je vous invite à lire les ouvrages, qui sont des chefs-d'œuvre absolus. Les savants, ce sont David Bohm. Les savants, ce sont Bojald, qui vient d'écrire L'univers en rebond. Je massacre un peu son nom, mais peu importe, vous trouverez le nom facilement. Bon. Qui répond à la dernière partie de votre intervention. Et si le Big Bang était simplement, non pas le début du début du début, mais un moment dans une histoire infiniment plus vaste, le multivers, etc., etc. Donc moi, ce qui m'intéresse dans le discours des physiciens et d'astrophysiciens, c'est pas le contenu hyper mathématique et hyper théorique que j'ai du mal à comprendre, parce qu'il faut être bac plus 15 pour comprendre ce discours, avoir fait des études scientifiques que je n'ai pas faites. Mais nous avons la chance que les plus grands de ces savants développent des discours dans lesquels ils nous aident à comprendre ce qui est en jeu dans les théories qu'ils ont développées, et de nous montrer comment ces théories sont de nature à bouleverser notre image du monde. Je ne conçois pas aujourd'hui une philosophie qui puisse être étrangère à la science et ignorante de la science. L'explication, moi je l'ai donnée depuis très longtemps, je l'ai compris adolescent, l'explication, c'est que c'est difficile de s'intéresser à la biologie, à la physique et à l'astrophysique, c'est du taf. C'est difficile, c'est du travail. On ne comprend pas toujours. On essaye d'aller à la recherche des meilleures vulgarisations. On essaye de sélectionner les savants qui ont développé les discours les plus construits, les plus compréhensibles. Pas de philosophie possible. Alors, il y a eu une rupture quelque part, mais elle est venue de l'événement dont je suis parti dans mon introduction. Rappelez-vous ce qu'était la philosophie. Platon est mathématicien. Jusqu'au XVIIe siècle, les savants, les philosophes sont des grands mathématiciens ou des physiciens ou des savants. À un moment donné, on nous a dit non, spécialité, spécialisation, vous ne pouvez pas comprendre. Mais bien sûr qu'on peut comprendre. Rappelez-vous la phrase géniale d'Einstein. Une théorie qui ne peut pas être comprise par un enfant de 5 ans est fausse. Fausse. Il ne dit pas à corriger, hein, il dit elle est fausse. Lisez l'évolution des idées en physique de Einstein et Infeld. Un livre entier sur l'histoire de la physique où il n'y a pas une équation. Pour ceux qui n'aiment pas les maths parmi vous, hein, c'est délicieux. Hein, pas une équation. Et c'est l'histoire complète de la physique. Dans toutes ces étapes qui vous fait comprendre par où elle est passée, où elle est arrivée. Bon. Donc, si effectivement il y avait cette dualité que vous sembliez mettre en avant, vous auriez totalement raison. Mais cette dualité n'existe pas. On a des savants de grande envergure qui savent nous faire comprendre, c'est le cas en biologie, on avait le grand François Jacob qui était un homme absolument fascinant, on a des physiciens, on a des astrophysiciens, on a des savants de grande envergure qui maîtrisent leur domaine, qui nous transmettent ce qui est en train de se découvrir dans leur champ de compétences et qui surtout pour les meilleurs d'entre eux, ils sont rares, c'est vrai, c'était le cas de Schrödinger, c'est le cas de David Bohm, qui sont capables de nous faire comprendre en quoi leurs théories ne sont pas simplement des systèmes d'équations, ce sont des visions du monde. Ce fameux mot allemand, Weltanschauung, hein, qui était à la mode il y a 50 ans, ce sont des visions du monde. La science nous amène à regarder autrement le monde, l'univers, le corps, bon. Et c'est là-dessus. Nietzsche voulait aller faire des études de sciences à Paris. Hein. Ça n'a pas marché. Mais contrairement à ce qu'on pense, parce qu'on nous présente Nietzsche comme un wagnérien un peu illuminé, bon, c'est vrai qu'il est un pianiste génial, bon, il a le droit. C'est pas de sa faute si ce pauvre homme est un génie quand même, je suis pour rien. Hein, bon. C'est vrai que c'est un immense musicien, mais c'est aussi quelqu'un, on l'oublie trop souvent, qui reconnaissait remarquablement la théorie de l'entropie, de la physique thermodynamique, toutes les théories biologiques de son temps. C'est bourré de science, Nietzsche, hein, je vous garantis. Le drame de pauvre Nietzsche, c'est qu'il est tombé dans les pattes de Wagner en 1872, qu'il a eu à forcer à écrire la naissance de la tragédie, et qu'il y a cette étiquette terrible qui lui a collé au front pendant 20 ans,
dont il n'arrivait plus ensuite à se débarrasser. Non, c'est un vrai philosophe, c'est-à-dire, comme le sera Bergson un peu plus tard, quelqu'un qui se passionne pour la science, quelqu'un qui se passionne pour les révolutions scientifiques, pour les changements de paradigme. J'emploie un mot un peu snob, mais on n'a pas d'équivalent de ce mot. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un paradigme? C'est une vision du monde, c'est une représentation générale de l'univers et de l'homme dans l'univers. Et c'est la science aujourd'hui qui construit ces nouveaux paradigmes. Et le philosophe qui n'intègre pas ça, j'avais créé un mot, parce qu'un philosophe crée quelques mots, hein, ça fait partie de notre spécialité et de notre fierté. J'avais créé une expression, il y a au moins 20 ans ou 30 ans, je disais, une philosophie qui n'est pas scientifico-compatible n'est pas une philosophie. Scientifico-compatible. Ça veut dire simplement en accord et en harmonie, qui n'est pas contradictoire avec ce que nous disent les grandes théories scientifiques. Bon, c'est comme ça que j'ai fonctionné. C'est pour ça, je m'en suis aperçu tardivement et avec retard, parce que c'était une synchronicité, que j'avais appelé la conclusion de mon livre L'individu éternel, le quantisme nietzschéen. J'ai toujours tenté de construire une philosophie qui soit non contradictoire avec les grandes théories biologiques, physiques, astrophysiques qui nous sont proposées aujourd'hui et qui changent notre regard. Et nouvelle et dernière référence à Prigogine, ce qui rend possible et ce qui rend joyeux aujourd'hui cette approche, qui pourrait être un peu triste, c'est qu'effectivement, ces sciences sont en train aujourd'hui de nous donner des instruments merveilleux pour nous sentir à nouveau membres de la nature, partie prenante d'un univers qui est le nôtre, dont nous sommes les produits et que nous continuons à faire évoluer avec notre corps. Et donc on est aux antipodes effectivement de cette idée de face à face tragique. Donc il y a quelque chose de très écologique en même temps dans ce discours. Ceux qui me connaissent savent ma passion pour l'écologie. Il y a quelque chose de très écologique au sens vraiment noble du terme, hein, pas politicien, dans ce discours. Ce qui nous conduit aux antipodes de toute écologie, c'est le discours de la maîtrise. C'est pour ça que mon premier philosophe préféré fut Heidegger, dont le discours sur la technique est absolument grandiose, et comment ensuite j'ai évolué vers Nietzsche et vers quelques autres. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui d'un discours philosophico-scientifique ou scientifico-philosophique, peu importe, appelons-le comme on voudra, qui nous redonne cette confiance en nous-mêmes, dans la nature, dans l'univers, aux antipodes du discours issu de la religion gnostique. Le monde est raté, le corps est raté, l'homme est raté, on va reprendre tout ça en main, vous allez voir ce que vous allez voir. Ça, c'est un discours, à mon avis, il faudrait faire des études chimiques très poussées. Je pense que c'est sans doute le Coca-Cola qui a une influence, mais je n'ai pas de preuve absolue. Juste pour finir avec un tout petit peu d'humour, vous nous avez parlé de la mémoire totale qui vient de l'univers. Où placez-vous les trous noirs en nous-mêmes? C'est une très belle question, ça. Très belle question. Il y a des réponses compliquées à ce que vous dites. Vous avez évoqué le Big Bang. Certaines théories astrophysiques aujourd'hui supposent que le trou noir dans notre univers est un trou blanc dans un univers parallèle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut bien que ce qui s'est comprimé, ça ne peut pas devenir un néant. Donc il faut bien que ça existe. Or si ça cesse d'exister dans notre univers, il faut que ça ressorte quelque part. Alors c'est ce qu'on appelle aussi les trous de verre, etc. Il y a quantité de théories là-dessus. Bon. Et c'est pas sans rapport avec ce que j'ai développé et avec l'idée même de synchronicité. C'est-à-dire que lorsque j'ai une ouverture vers le futur qui s'appelle une synchronicité, peut-être qu'il se passe quelque chose en moi au niveau énergétique qui est un peu analogique, toute proportion gardée, à ce qui existe physiquement à travers un trou noir ou un trou blanc, c'est-à-dire que j'accède par un chemin raccourci à une autre temporalité ou à un autre moment de la temporalité, et c'est pas contradictoire. Ça semblait aberrant dans l'ancienne physique parce qu'on avait la flèche du temps et puis c'était pas possible. Avec la nouvelle physique, ça devient envisageable. C'est ça que j'appelle le scientifico-compatible. Hein. Mais je ne vais pas aller plus loin, parce que là, sinon je crée carrément une secte demain matin. Hein. Je pense que vous allez tous adhérer, mais ce n'est pas mon projet immédiat. Hein. Vous avez parlé de la vision par Nietzsche de l'éternel retour. Est-ce que vous évoquiez une ressaisie par lui-même de sa pensée et une élaboration de sa pensée, ou est-ce que c'est en rapport avec ce que vous appelez la synchronicité?
vous plaît. Faudra que vous lisiez l'individu éternel. Difficile de vous répondre en quelques mots. Deux choses simplement. Bon. Comment j'ai construit mon essai? Cet essai, c'est la troisième partie de ma thèse. Qui a été... J'ai employé un grand mot. Et moi qui ai dit du mal de l'ego, vous allez dire, mais il est fou ce Granarolo, il est d'un narcissisme et d'un égotisme forcené. Ce qui est faux, je vous rassure tout de suite. Ce livre, c'est la troisième partie de ma thèse à peine réécrite. Je faisais 1000 pages. Cette troisième partie de la thèse, je l'ai écrite en 3 semaines. En 3 semaines. Il y avait 10 ans de travail derrière, bien sûr. Et je l'ai écrite en 3 semaines. Un peu comme si on me l'a soufflé. Hein. Ce qui est banal. Hein. Quantité de musiciens, de romanciers ont parlé comme je vous parle ce soir. En disant, il y a un moment donné, dans le processus de création, quelque chose de mystérieux. Hein. Les auteurs de romans disent que le personnage s'impose à eux, qu'ils ne le maîtrisent plus. Mozart disait qu'il entendait sa musique avant de l'écrire. Bon, c'est très banal ce que je dis là. Hein. Bon. Mais j'ai eu la chance de vivre cette expérience. J'ai écrit en 3 semaines cette partie de ma thèse, et quand il a fallu que je publie, je ne pouvais pas publier ma thèse qui faisait 1000 pages, elle était impubliable et aucun éditeur n'aurait pris le risque de me publier. Avec mon directeur de thèse, on a dit on va peut-être commencer par la fin. On va commencer par cette dernière partie sur le retour éternel. Ma thèse portait sur le futur dans l'œuvre de Nietzsche, et donc on va commencer par la fin. Donc j'ai ajouté une petite introduction, mais j'ai presque pas changé. Hein. C'est presque mot pour mot la troisième partie de ma thèse. Donc, qu'est-ce que j'essaye de montrer? J'essaye d'interpréter l'expérience, c'est le sous-titre du livre, l'expérience nietzschéenne de l'éternité. Je comprends pourquoi personne, ou presque, on est 2-3 auteurs dans le monde, à avoir osé écrire un livre entier sur le retour éternel. Hein. Ça fait peur. Certains vont, je vais dire, c'est pas important chez Nietzsche, il n'en parle pas beaucoup, alors que c'est sa thèse majeure. Qu'est-ce qui se passe en août 1881? Qu'est-ce qui se passe? Nietzsche est dans le canton des Grisons, où il allait prendre son été. Il est près du village de Cismaria, au bord du lac de Silvaplana. Il y a aujourd'hui une plaque, la roche de Surlay. Et il a une expérience. Il vit une expérience. Il dit très peu de choses sur cette expérience. Il écrit 3 jours après une lettre à son ami secrétaire musicien Peter Gast en disant, et c'est le point de départ de mon essai, je suis doté d'une vision nouvelle par laquelle je me trouve en avance sur les autres hommes. Je suis doté d'une vision nouvelle par laquelle je me trouve en avance sur les autres hommes. Il faut se débrouiller avec ça. Il faut se débrouiller avec ça. J'ai tenté de me débrouiller avec ça. J'ai tenté de comprendre qu'est-ce que Nietzsche avait vécu au bord du lac de Silvaplana, début août 1881. C'est une expérience qui l'a tellement marqué que 8 ans après, quand il écrit Ecce Homo, sa biographie intellectuelle, il écrit une page pleine d'émotions, comme s'il avait vécu ça la veille. Ça a changé toute la suite de son œuvre. Ça a déclenché l'écriture d'Ainsi parlait Zarathustra. Il est un peu question du retour éternel. Pas énormément, mais un peu, dans des textes majeurs. La vision et l'énigme, par exemple, au livre 2. Au début du livre 3, pardon. Ou la rédemption à la fin du livre 2. Donc j'ai essayé de comprendre. Il faut être fou. J'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui lui était arrivé à cet individu qui s'appelle Friedrich Nietzsche en août 1881. Qu'est-ce qu'il avait vu? Et je suis parti, et ça a été mon point de départ, le point de départ de tout mon travail. Je commençais à peine à me lancer dans mon doctorat d'État, lorsque je suis invité à Nice, en 1900, je vieillis lentement, mais quand même, il y a des limites. Bon. Donc, en 1984, je suis invité à Nice, où il y a un grand symposium international pour qui fête le centenaire de la rédaction par Nietzsche à Nice,
pas facile à dire, par Nietzsche à Nice, de la troisième partie d'Ainsi parlait Zarathustra. Si vous lisez un jour Ainsi parlait Zarathustra, ou si vous le relisez, parce que je suis persuadé que vous l'avez tous lu déjà 8 ou 10 fois, rappelez-vous que Nietzsche a écrit ça en 3 semaines. Il est presque aussi fort que Granarolo. Hein. Il a écrit ça en 3 semaines. Dans ce symposium, j'ai prononcé une conférence dans laquelle, là, à nouveau, par une sorte d'anticipation, je me suis auto-contraint à aller dans la direction qui a été celle de la suite de ma thèse. Ça a été publié dans les nouvelles lectures de Nietzsche. Ça s'appelle « Nietzsche et sa vision du futur ». Je vous résume en 2 mots, parce que c'est important et ça permet de répondre à votre question. Qu'est-ce que j'ai constaté? À ma connaissance, personne n'avait fait cette remarque basique. C'est les choses les plus simples qu'on ne remarque pas hein, quand on lit des textes. On fait rarement attention à ce qui est absent dans un texte. On fait attention à ce qui est présent, on oublie ce qui est absent. Je me suis aperçu que Nietzsche, dans le Zarathustra, emploie le verbe « voir » à propos du retour éternel, de la vision et de l'énigme, et qu'il n'emploie jamais le verbe « voir » à propos du surhomme. C'est troublant. Ça aurait dû être l'inverse. On pourrait imaginer que Nietzsche a vu le surhomme, l'homme de l'avenir, il a eu un flash, bon, il a vu Superman, bon. Et bien c'est pas ça, il dit exactement le contraire. Il n'y a pas un seul mot, il dit j'ai vu l'ombre du surhomme, tout ce qu'il dit. Donc, le verbe voir n'est pas employé. Par contre, il dit j'ai vu le retour éternel. Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce que ça veut dire voir le retour éternel? Ça ne veut rien dire. On ne voit pas le temps. Et donc j'ai compris que voir le retour éternel, ça voulait dire voir retour éternel. D'accord? C'est pas quelque chose. Il n'y a rien à voir. D'où la lettre à Peter Gast. Je suis doté d'une vision nouvelle. Ce qui arrive à Nietzsche en 1881, c'est qu'il se met à voir, à ressentir les choses autrement que tous les hommes jusqu'à présent avaient ressenti et vu les choses, et que c'est une vision nouvelle qui le met en avance sur les autres hommes, c'est-à-dire qu'il considère que cette façon de voir les choses, ça sera peut-être celle des hommes dans quelques siècles ou quelques millénaires. Et j'ai eu la chance, quelques années à peine après cela, de lire un livre qui m'a marqué profondément, de quelqu'un qui est totalement oublié, qui s'appelle Alexandre Calda. C'est un Français qui est allé vivre 40 ans de sa vie dans un ashram de l'Inde. Si vous trouvez son livre, jetez-vous dessus. C'est une merveille absolue. Ça s'appelle Le Dieu de Dieu, d'Alexandre Calda. Et j'ai trouvé dans le livre d'Alexandre Calda une comparaison que j'ai trouvée absolument fascinante. La comparaison est la suivante. Si je fais un voyage dans un lointain passé, nous étions plus ou moins des singes. Le propre des singes, comme de tous les animaux, c'est qu'ils n'ont pas conscience de la mort et du temps. Pourtant, ils voyaient des singes mourir. Apparemment, ça ne les troublait pas beaucoup. Un jour, dans la horde de singes, il y a un singe qui a vu ce qu'aucun autre singe n'avait vu, il a vu la mort. Il a vu un singe mort. Il a vu autrement que les autres membres de la horde. Il n'a pas pu expliquer aux autres membres de la horde ce qu'il avait vu, puisque c'était des singes. Allez parler du Zarathustra aux singes du zoo de Vincennes, vous allez voir. Je vous souhaite bien du plaisir. Donc, si vous admettez qu'à un moment donné, dans la horde de singes, il y a un singe qui a vu autrement que les autres singes, qui est notre ancêtre, et qu'à partir de lui, il y a des animaux qui ont vu les choses comme ce singe a commencé à voir les choses. Il a vu la mort, il a vu le temps, c'est l'invention des sépultures, c'est l'invention des religions, c'est l'invention de la métaphysique. Quand j'ai lu ce bouquin de Calda, j'ai cru comprendre ce que Nietzsche avait voulu dire. C'est la deuxième étape de l'histoire. Donc, vous avez des singes qui ne savent pas ce que c'est la mort. Au sein de la horde de singes, il y en a un qui voit la mort, ça change tout. Pourtant, la mort, elle était là, elle était visible. Des singes mouraient, des animaux mouraient, des cadavres existaient, ils ne voyaient pas. Il y a un singe qui voit pour la première fois un cadavre, alors qu'ils étaient là depuis la nuit des temps, les cadavres. Et ça devient l'histoire de l'humanité.
Dans notre horde actuelle, là je vais troubler beaucoup d'entre vous. C'est le dernier élément de trouble, hein, après j'arrête, vous allez m'en vouloir. Dans notre horde actuelle, imaginez un instant que certains individus soient capables de ce dont Nietzsche a été capable en août 1881, de voir ce que les autres ne voient pas. D'accord ? Cet individu serait incapable d'expliquer aux autres ce qu'il voit, tout autant que celui qui a vu la mort était incapable d'expliquer aux autres singes ce qu'il avait vu. Donc il se pourrait qu'il y ait parmi nous des surhommes. Je montrerai personne du doigt. S'il existe parmi nous des surhommes, ça veut dire qu'il y a parmi nous des individus qui voient différemment des autres, qui vivent une autre expérience que les autres, qui voient un autre monde que leurs semblables. Ils sont dans la quasi-incapacité d'expliquer aux autres ce qu'ils voient et ce qu'ils ressentent, et ils forment l'humanité de l'avenir. Je suis doté d'une vision nouvelle par laquelle je me trouve en avance sur les autres hommes. J'espère que cette dernière phrase ne va pas vous gâcher vos traités, et on va s'arrêter là, parce que là, je sens qu'on est à la limite de la ligne. Merci.